La phase bilan d'un projet agricole, le Puapa 2 a fait ses preuves en 3 ans d'activité en province. Zoom ce soir sur ce programme. 2 projets miniers en Moyenne-Guinée validés. Les documents sur l'étude d'impact environnemental tiennent compte de tous les paramètres. Nous en parlons tout à l'heure. Assure aussi le coup d'envoi d'un tournoi de détection en basketball ce mercredi. 12 équipes vont s'affronter pendant 7 jours. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, le président de la République, professeur Alpha Condé, il a quitté Conakry ce jeudi 30 juillet 2015 pour Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. En visite d'État dans ce pays frère du 30 juillet au 3 août où il participera à la fête nationale du 3 août. Le président de la République en image même. Le chef de l'État guinéen répond ainsi à l'invitation faite par son frère et ami, le président Théodoro Obiang-Nguema Mbasogo, lors de son déplacement à Conakry. C'était les 18 et 19 juin dernier. Retour sur image, retour sur ce plateau. Après Malabo, le président guinéen effectuera des visites officielles à Niamey et à Dakar. À Niamey, où le chef de l'État guinéen séjournera du 4 au 5 août. Il sera essentiellement question de la sécurité dans la sous-région ouest africaine et la relance économique post-Ebola. À Dakar, où le président Alpha Condé est attendu du 6 au 8 août, il sera question du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Sénégal et des problèmes sous-régionaux au niveau de la CEDEAO dont le président Macky Sall assure la présidence. Avant de prendre son avion, le président Alpha Condé a adressé ce message départ à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, la commémoration de la fête du trône m'offre l'heureuse opportunité d'adresser à votre Majesté, au peuple et au gouvernement marocain, les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Le Royaume du Maroc et la République de Guinée entretiennent des relations fortes, empreintes d'amitié et de solidarité qui se sont consolidées au fil des décennies et ont conduit à des résultats élogieux et exemplaires. Dans ce cadre, la République de Guinée se réjouit de la précieuse assistance du Royaume du Maroc, composée de matériel et d'équipements médicaux dans la lutte qu'elle a engagée pour vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans un tel contexte, votre pays a marqué d'un cachet particulier sa volonté de consolider et de diversifier les relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec la République de Guinée. Je tiens à cet égard, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, à vous exprimer toute notre gratitude et vous réitérer ma ferme volonté de contribuer davantage au rapprochement entre nos deux peuples. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 30 juillet 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous annonçais tout à l'heure ce programme d'urgence pour appuyer la productivité agricole. On en est à la phase bilan. 3 années de pratique sur le terrain pour le Puapa 2. Le projet a permis, entre autres, l'aménagement de barrages hydro-agricoles. Habib Thiam. La sous-préfecture de Tolo compte parmi le grand potentiel agricole de la Guinée. Au cœur de sa forêt se situe ce barrage hydro-agricole de 150 000 m3. Construit en 1956, il est réhabilité dans le cadre du PUAPA 2, programme d'urgence d'appui à la productivité agricole. Sur place, l'École nationale d'agriculture et d'élevage est la principale bénéficiaire de cet aménagement. Cette réhabilitation permet à l'école de gérer très bien ces terres, c'est-à-dire de faire des cultures de contre-saison. Au lieu plutôt qu'on soit toujours lié à la pluie, que cela nous permette, même en saison sèche, n'est-ce pas, de travailler. Cet investissement obéit également aux aspirations de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous en sommes les principaux bénéficiaires. C'est l'exemple type de la collaboration entre le gouvernement guinéen qui met à contribution 2 ministères, celui de l'agriculture et celui de la formation professionnelle, pour optimiser l'appui que nous amène un partenaire tel que la Banque mondiale, afin de rentrer dans cette trilogie formation, recherche, développement. Le PUAPA 2 va se refermer à la fin de ce mois.
Pas de doute quant à son impact pour les principaux partenaires que sont le département de l'agriculture et la Banque mondiale. Ce que nous avons vu nous a donné satisfaction et nous motive davantage à redoubler d'efforts, à apporter l'assistance technique et financière que la banque pourrait apporter au gouvernement pour l'aider à accomplir sa mission. Ici, vous n'avez vu que Koba et Tolo, mais il faudrait aller voir Sigiri, où il y a également 1000 hectares qui sont en train d'être réhabilités. C'est dire aussi aux bailleurs, aux partenaires, que lorsque les moyens sont mis à disposition, avec tout l'encadrement qu'ils nous ont apporté, mais avec un ancrage clair, bien défini, nous sommes en capacité, nous avons une grande capacité d'absorption. L'occasion d'un détour à l'ENAE de Tolo où 2500 poulets sont en expérimentation avec d'autres espèces animales. Un programme doublé de stages pratiques pour de nombreux étudiants. La mission partage ensuite les acquis du PUAPA 2 avec les paysans. Mais à Dunkimanya se trouve également le centre horticole de Dalaba. Suivi de près par le Maroc, il s'inscrit dans les priorités du gouvernement qui s'engage à en faire la future vitrine de l'horticulture en Afrique de l'Ouest. La télécommunication, la Guinée est en route vers le numérique. L'entreprise française qui gère le dossier était face à la presse. Une communication sur le niveau de réalisation du projet. Mamadou Saliouba. La migration vers le numérique, un challenge pour les chaînes de radio et télévision en Afrique. En Guinée, le projet connaît une accélération fulgurante grâce à l'implication de l'État à travers les 2 ministères en charge de télécommunications. L'entreprise française Fusion Numérique, en charge de la réalisation du projet, a déjà installé certains équipements. Pour l'instant, nous sommes effectivement dans une phase pilote-test. Cette phase pilote-test est consacrée à la distribution de 1000 décodeurs en étroite collaboration avec l'État guinéen. Ces 1000 décodeurs et le test sur une période qui ira jusqu'au mois d'octobre nous permettra de valider l'ensemble des équipements prévus pour la Guinée, l'ensemble des technologies utilisées, et ensuite on passera au déploiement. La migration vers le numérique permet de libérer une gamme de fréquences jusque-là utilisées par les médias analogiques. Elle vise également à offrir une meilleure qualité audiovisuelle aux consommateurs. Le coût total du projet est chiffré à 80 millions de dollars. On améliore avec la fréquence allouée la capacité de diffusion de chaînes, on augmente le nombre de chaînes et on augmente la qualité d'image et de son. Depuis 2006, les pays africains se sont engagés à finaliser leur processus de migration numérique radio et télé avant le 17 juin 2015. À la date prévue, seuls 3 pays ont honoré leur engagement. En Guinée, la matérialisation du projet connaît une avancée significative ces derniers mois. Et cette note par laquelle, mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique et social nommés par le décret du 24 juillet 2015 sont priés de prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 3 août 2015 à 10 h précises au siège du Conseil économique et social. En raison de son importance, la présence de tous les membres est vivement souhaitée. Sécurité, la police nationale tient son atelier sur la réforme du secteur. Les travaux vont durer 5 jours et s'articulent autour de 3 thématiques, dont la vulgarisation de textes juridiques. La démarche vise à se rapprocher des citoyens. Karim Kamara. Les actions d'une police ne doivent pas baisser dans la confiance de sa population. Le ministère de l'Intérieur pense qu'il faut poser les vrais fondements d'un agir de la police et d'une vie en commun avec le citoyen. Et pour baliser les chemins de cette idée, ces acteurs se penchent sur l'élaboration des codes de déontologie et de discipline de cette institution. Une police dont la stratégie de vulgarisation des textes juridiques reste aussi à définir. Je suis certain que, vu la qualité des participants, vu leur expérience, toutes les conditions sont réunies pour sortir in fine de cet atelier avec des textes qui reflètent la pensée politique de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne la construction en Guinée de l'état de droit, la construction de la démocratie dans notre pays.
La cinquantaine de participants sont venus des ministères de l'Intérieur et de la Justice ou encore des ONG de défense des droits de l'homme. Ils estiment que la communication à la base a tout son pesant d'or après leur travail. On est en train de mettre en place un système de communication qui pourra prendre en compte tous les aspects ainsi que de Conakry et à l'intérieur du pays. La police ne doit pas être le garant des désordres. La police doit être dans l'ordre. Pour organiser, il faut désorganiser le désordre. C'est en cela que tous ceux qui évoluent dans la ville de Conakry, en rapport avec vous, la presse, je suis convaincu que nous aborderons les élections dans un esprit apaisé. Cette initiative du ministère de l'Intérieur est accompagnée par l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Environnement, le comité technique d'analyse vient de se réunir, une rencontre pour examiner les notices de 2 projets environnementaux. Ce sont les préfectures de Mamou et Tougué qui vont abriter ces projets miniers. Les documents fournis sont validés à titre provisoire. Mamadou Alpha Baldé. La Guinée suscite de plus en plus la convoitise des sociétés minières, ce grâce à l'ouverture du pays par la nouvelle classe dirigeante. À l'heure des enjeux climatiques mondiaux, l'implantation de toute société minière obéit à des préalables, notamment la réalisation des notices d'impact environnemental et social. Le projet de recherche de bauxite dans les préfectures de Mamou et Tougué vient de réaliser des études dans ce sens à travers le Bureau d'études guinéennes de l'ingénierie et de l'environnement. Ces études sont ici soumises aux examens du comité technique d'analyse environnementale. Si c'est la phase d'exploitation, c'est-à-dire qui correspond à l'étude d'impact détaillée, le Bureau guinéen de l'ingénierie et de l'environnement réalise la notice d'impact par la consultation publique et qui se termine par l'audience. Mais à la phase de recherche, c'est le consultant qui va vers les populations pour les expliquer le contexte et justification du projet. Les impacts que cette recherche d'abord va faire sur ces différentes zones minières et ces différentes agglomérations, mais aussi au niveau des localités, au niveau des différents travaux de recherche, que cela va créer au niveau de l'environnement même, humain, milieu et j'en passe. Ces notices sont produites à la demande des promoteurs du projet, à savoir la société minière d'alumine de Mamou et Bauxite & Corporation à Tougué. Cette étape est indispensable pour le démarrage de ces projets. La question environnementale est très importante pour les sociétés minières parce que la production de bauxite aura une influence sur le milieu naturel et sur les populations. Et il est inenvisageable, avant de démarrer un travail d'exploration et ensuite, fortiori, un travail de production, sans avoir fait une étude environnementale et sociale de manière à avoir tous les impacts négatifs, mais également positifs. Un comité technique restreint se réunira pour étudier si les recommandations formulées par le comité technique d'analyse environnementale ont été prises en compte, ceci avant la remise du document au gouvernement à travers le ministère de l'Environnement. La coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG, a présenté ce matin au Palais du Peuple les forces et faiblesses de son observatoire électoral. Il vous souviendra que la case de veille avait été expérimentée pour la première fois lors des législatives de 2013. Pour la présidentielle du 11 octobre prochain, cette initiative sera réveillée et renforcée avec 2000 observatrices. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il? La réponse de la présidente de la COFIG, Dr Makali Traoré. La case de veille, qui est en fait un mécanisme d'observation qui était original, qui a été une première en Guinée, ça a été la manière pour les femmes guinéennes de s'inviter dans le processus électoral et de jouer véritablement leur rôle d'apaisement. Alors, cette case de veille était basée sur un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. C'est un mécanisme innovant d'observation. Vous savez, classiquement, on observe et après, on fait des critiques, on dénonce ce qui ne va pas. Dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, on alerte précocement, in situ, et avec des partenaires, selon le cas, qui sont capables de prendre des décisions. Ils sont alertés pour corriger ce qui risque de créer un conflit sur le terrain.
C'était juste un extrait de l'entretien de Koloma que vous pourrez suivre en intégralité juste après le journal. Et puisqu'on parle des femmes, demain, la Guinée, comme tous les autres pays du continent, célèbre la journée panafricaine des femmes. L'Afrique entière se mobilise pour l'autonomisation de la gente féminine, une manière de renforcer la lutte contre la pauvreté. Djenab Bari. Créée le 31 juillet 1962, l'Organisation panafricaine des femmes célèbre ses 53 ans d'existence. Elle a pour objectif d'instaurer de façon durable un espace de concertation sur l'émancipation des femmes et des filles après les indépendances. Le ministère en charge des femmes, en collaboration avec la société civile et les partenaires au développement, ont développé des initiatives allant dans le sens de la mise en place d'activités génératrices de revenus en faveur des femmes en général, des veuves et des guéries d'Ebola, ainsi que des femmes victimes de fistules vaginales en particulier. Des sessions de mobilisation sociale et de renforcement des capacités ont été organisées à toutes les occasions pour contribuer à leur autonomisation et à la visibilité de leur travail dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Sanaba Kaba a ensuite rappelé les progrès réalisés par cette organisation panafricaine depuis sa création. Cette date est instituée comme journée panafricaine des femmes pour signifier le rôle important dont celles-ci ont joué et ont fait preuve dans le processus de décolonisation et de développement durable des nations africaines. Cette célébration sera marquée demain par une mobilisation sociale au Palais du Peuple en vue de faire un plaidoyer en faveur des femmes de Guinée pour leur autonomisation. Une mobilisation dont vous aurez les échos dans la grande édition. Les femmes toujours à l'honneur. La première dame préside le lancement d'une campagne de lutte contre Ebola. Les foyers concernés sont les garnisons militaires. Tout le pays va être concerné par ce programme. La campagne a été lancée au camp Alfaya Diallo. Toumani Kamara. À son arrivée au bataillon spécial de Conakry ce jeudi, la première dame de la République a tout d'abord procédé au lavage des mains. Contexte d'urgence sanitaire oblige. Par la suite, l'épouse du commandant en chef des forces armées guinéennes bénéficie des honneurs militaires avant le salut aux couleurs nationales. Aux messes des officiers du camp Alfaya Diallo, la forte mobilisation des officiers supérieurs de ce garnison, des épouses, des hommes en uniforme devant des membres du gouvernement et des députés traduit encore l'engagement sans relâche de l'armée guinéenne dans la lutte contre Ebola. Nous, épouses militaires et paramilitaires, nous saurions déroger à cette exigence. Nous sommes, resterons républicains. Si la maladie à virus et Ebola n'a pas pu franchir les portes des casernes militaires du pays, toutefois 12 cas confirmés dont 7 morts sont enregistrés parmi les hommes en uniforme. Donc la vigilance doit être de mise. Comprenons votre souci de répondre à l'appel lancé par notre première dame dans le contexte d'urgence sanitaire actuelle. Nous saluons cette initiative de l'association. La fièvre hémorragique due au virus Ebola reste pour notre pays une urgence de santé publique et ce projet de sensibilisation des garnisons, nous sommes sûrs, va permettre d'arrêter la propagation de la maladie. C'est pourquoi, au nom de la Première Dame, nous tenons à vous accompagner dans cette initiative de sensibilisation que nous accueillons et soutenons avec la plus grande attention. Cette cérémonie constitue l'entame d'une vaste campagne de sensibilisation dans les garnisons militaires du pays. Pour soutenir ces actions, la Première Dame de la République a offert un important lot de matériel sanitaire à l'Association guinéenne des femmes militaires et paramilitaires. Si hier nous étions ensemble sur le front de l'assainissement, de la consolidation de la paix et la concorde, aujourd'hui un autre front s'ouvre, c'est la guerre contre Ebola. Nous devons être sur la première ligne jusqu'à la conquête totale de 0 cas Ebola, car il est toujours là. Plus de 1000 personnes sont guéries d'Ebola. Un résultat encourageant grâce à l'implication personnelle du chef de l'État et l'appui des partenaires fortement mobilisés pour la cause. Ebola doit disparaître et faire place à la paix, à la vie normale et à l'espoir.
nous resterons les porte-flambeaux de la paix en Guinée. C'est une question d'honneur. La Guinée amorce en ce moment la dernière phase de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et l'Association guinéenne des femmes militaires et paramilitaires, à travers ses satisfecits, signifie sa gratitude à l'endroit des différentes autorités pour leur sens de responsabilité et de détermination dans ce combat. On change de domaine pour parler... On parle de domaine donc, on change de domaine pour parler teinture. 60 femmes viennent de bénéficier d'une formation pour affiner leur technique d'impression. La session a duré 2 semaines. Elle s'inscrit dans l'axe de l'autonomisation des femmes de Guinée. Mawa Sangare. FRIA, l'ONG FRIA Réveille-toi multiplie ses actions en faveur des populations. En partenariat avec l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, elle vient d'initier 60 femmes aux techniques d'impression et de teinture. L'Office a organisé avec ces femmes cette formation pendant 10 jours. Nous avons le résultat sous les yeux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez vu à quel point ces femmes sont émues. C'est 60 femmes qui sont formées, mais vous avez vu le nombre de femmes qui est là aujourd'hui. Elles sont plus d'une centaine, plus de 200 femmes qui sollicitent, qui demandent à être formées, soit en saponification, soit en teinture. Nous sommes une institution qui finance la formation professionnelle. Notre public cible, ce sont les entreprises, les ONG, les syndicats et les jeunes sans emploi. Et à partir de là, dès qu'on reçoit une demande de formation, on l'examine et on la satisfait. Cette formation facilite l'autonomisation professionnelle des participantes. Je pense qu'après l'usine, on peut faire autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à cette formation. Au lieu de rester à la maison, j'ai cherché un autre moyen de contribuer au développement de ma préfecture à travers cette formation en teinture. Ces satisfecits décernés aux bénéficiaires démontrent l'attachement de l'Office national de formation de perfectionnement professionnel à l'autonomisation des femmes. Dans la lutte contre Ebola, la région de l'Abbé prend des dispositions. Il s'agit d'une meilleure protection des orphelins d'Ebola. Un plan à la fois sanitaire et social a été proposé et adopté par une structure partenaire. Il s'agit en clair d'une assistance surtout psychologique envers ces sinistrés. Falilou Diallo. Depuis décembre 2013, la Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Face à la situation, Child Fund International réalise un projet de prise en charge morale des enfants orphelins. À l'Abbé, les coordinations préfectorales de protection des enfants de Dalaba, Pita, Mali et Tougué s'approprient des différents services fournis par le projet. Au sortir d'ici, on s'attend que les participants soient capables de produire des plans d'action. Des plans d'action en faveur de la protection de l'enfant, mais aussi des réponses des cas de violation des droits de l'enfant. Et aussi qu'ils soient capables d'accompagner les CVPE, c'est-à-dire les comités villageois de protection des enfants, à, une fois de plus, procéder au transfert de compétences. Pendant des jours, ces acteurs locaux dans la riposte anti-Ebola sont outillés sur les différents mécanismes de gestion des cas des enfants orphelins du virus. Ce sont des villages qui sont touchés, qui sont répertoriés dans le repère de la coordination nationale, qui sont les cibles de ce principal projet. Donc ces différentes préfectures qui doivent vraiment bénéficier de tout ce projet doivent être outillés, formés et équipés pour leur permettre vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs intervenants sur le terrain. Cet exercice devrait permettre aux coordinateurs des zones d'intervention du projet d'accompagner les 300 enfants qui ont perdu des parents de suite d'Ebola dans les différentes régions du pays. Invocation divine et lecture du Saint-Coran, ça se tient au Palais du Peuple, initiative du Secrétariat général aux affaires religieuses, des prières pour éradiquer Ebola et maintenir un climat de paix et de quiétude sociale. Abdoulaye Diallo. Les leaders religieux se retrouvent pour implorer le Tout-Puissant Allah afin que le gouvernement et ses partenaires réussissent à éradiquer définitivement le virus Ebola. Ils formulent aussi des prières pour que le pays organise ses élections en perspective dans un climat apaisé. Nous demandons à l'ensemble 75 mosquées de prière de vendredi de la Guinée de procéder à ces invocations, de procéder aussi à ces sacrifices, parce que nous sommes tous les fils de la Guinée. Il faut prier pour le président de la République, pour son gouvernement, pour l'achèvement aussi de leur grande action
les sentiers que le professeur a débités pour que les Guinéens se sentent aussi dans la paix. 124 imams venus des 5 communes de Conakry sont mobilisés pour la circonstance. Ils ont parcouru 5 fois le Coran en entier et ont lu 124 000 fois le verset de protection, ce qui réjouit les autorités guinéennes. C'est vraiment rassurant lorsque les imams du pays se réunissent pour invoquer dans leurs prières la paix, la sécurité, la stabilité, la consolidation de l'unité nationale dans notre pays. Il y a de quoi être rassurant. Fini les affichages anarchiques et sauvages à Conakry. On tend en tout cas vers cette réalité. Une association s'y engage. Elle va contacter toutes les structures de production et de publicité et prend la presse à témoin. Marofba, Karim Kamara. C'est la toute première organisation professionnelle de publicité en Guinée. Après 2 ans d'existence, la Chambre des afficheurs de Guinée lance enfin ses activités. L'organisation vient en appui à l'Office national de publicité dans le souci de mieux réglementer l'affichage. Avec ses 5 groupes d'afficheurs, la CHAFGI prend en considération l'enjeu économique de l'affichage publicitaire en Guinée. On voit ça et là des panneaux qui poussent comme des champignons. Mais normalement, ça doit se faire dans certaines règles, dans une certaine déontologie, et on constate que cela n'est pas respecté. Donc, à nous les acteurs de prendre nos responsabilités, avant d'aller voir les États, nous-mêmes prenons nos responsabilités, unissons-nous, discutons, et ayons une vraie réflexion autour et respectons-nous mutuellement. À la cérémonie de lancement, les autorités en charge du secteur de la publicité et de la communication saluent la création de la CHAFGI. Pour nous, plus l'organisation, le secteur s'organise, mieux, n'est-ce pas, le régulateur est tranquille et mieux le partenariat se renforce. Cette association va participer à la mobilisation des ressources parce que la publicité participe à une grande échelle à la mobilisation des recettes pour l'État, mais permettra non seulement de rendre la ville de Conakry très belle parce que l'affichage sauvage, ça ne donne pas une bonne qualité de cadre de vie, mais aussi donner de l'emploi aux jeunes. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, en tant que département de la communication, nous avons dit que nos portes sont grandement ouvertes et que nous sommes prêts à les accompagner. Désormais, la CHAFGI se positionne dans le secteur de l'affichage comme un levier majeur de valeur ajoutée et de croissance économique. Ces professionnels ont pour ambition d'échanger et de répondre aux préoccupations spécifiques de la publicité. Sport basketball, enfin, c'est parti pour un tournoi de détection à la Blue Zone de Kaloum. 12 clubs sont en compétition. Le tournoi va durer 1 semaine. La finale est programmée pour le 16 août prochain. Fatima Diallo. Les clubs MBC en vert et rouge et DBA en vert et blanc donnent le coup d'envoi de ce tournoi. Il est doté du trophée Crédit Scolaire Bissigi. Il vise à détecter des jeunes talents en herbe pour assurer la relève du basketball guinéen. La raison d'abord, c'est de faire la promotion du sport dans notre pays et d'occuper la jeunesse en ces temps de vacances. Ce n'est pas notre premier tournoi comme je l'ai dit tantôt. Nous avons organisé plusieurs tournois de football dans le Kaloum, à Matoto, le basket au stade du 28 septembre et cette année sur la Blue Zone. C'est l'occasion pour nous également de faire la promotion de notre produit phare aujourd'hui. C'est un produit qui intéresse tous les Guinéens parce que ça permet aux parents d'élèves de pallier au déficit par rapport à leur salaire et de pouvoir supporter la rentrée scolaire. Donc nous l'accompagnons par le sport et qui permet de mieux faire connaître le produit pour que les parents comprennent que ce produit existe à la BCG. L'équipe de Dixine Basketball Athlétique a défait son homologue du Magic Basketball Club par le score de 50-43. Le second match de cette première journée a vu la victoire des Panthères en bleu sur le Slack en orange. Score final 53-34. Totalement la suite du championnat, effectivement. Cela nous permettra de conclure un peu cette saison qui a été totalement difficile, riche aussi en émotions. Aujourd'hui, par manque d'infrastructures, on est obligé de se déplacer aujourd'hui sur la Blue Zone. Mais aujourd'hui, qui est un air totalement magnifique. Vous avez vu, le revêtement a été remplacé. C'est un décor magnifique. Et avec la BCG, vous aurez droit à une compétition de très haut niveau.
Outre ces 4 clubs, 8 autres clubs évoluant en Ligue 1 et 2 sont attendus à ce tournoi. Il se tiendra jusqu'au 16 août. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Ils sont cadres de l'administration publique, acteurs de la société civile, le patronat et autres personnes ressources à prendre part à ce forum national sur la clarification des rôles et missions de l'État dans le processus de développement. Près de 200 participants pour discuter de ce que sera la Guinée de demain. Initié par le ministère de la fonction publique à travers le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, ce forum premier du genre vise à approfondir les réflexions sur les grands défis qui s'opposent à l'administration publique. Déjà, de 2011 à nos jours, plusieurs réformes institutionnelles et structurelles sont mises en œuvre. La volonté des autorités guinéennes est de conduire à terme l'ensemble des actions entreprises. De l'État et de ses institutions. Ces réformes s'inscrivent en droite ligne des priorités de votre quinquennat, Monsieur le Président, et répondent à une amélioration durable de l'efficacité et de l'efficience de l'État. En effet, les institutions de l'État et l'administration publique guinéenne font face depuis plus d'une décennie à plusieurs difficultés, notamment liées à la faiblesse des moyens de l'État, la faiblesse des capacités humaines et techniques, le délabrement général de l'appareil administratif entretenu par la corruption et l'impunité et à la faiblesse de la structure de l'administration. Pour corriger ces faiblesses, plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement sous votre leadership bien éclairé. Il s'agisse du programme de réforme de l'État et modernisation de l'administration, il s'agit des réformes clés des finances publiques, des forces de défense et de sécurité, du secteur de la justice, du secteur minier, etc. Monsieur le Président, vous avez fait de l'amélioration de la gouvernance un axe prioritaire de votre vision qui passe nécessairement par la mise en œuvre d'importantes réformes institutionnelles, transversales et sectorielles, mais également par une moralisation de l'action publique, afin de faire de notre administration un levier efficace, performant et efficient au service du développement des citoyens. L'État guinéen est face à l'impérieuse nécessité de faire preuve de créativité pour tracer le chemin de son développement. C'est pourquoi ce forum national a été marqué des exposés, des panélistes sur le rôle et la mission de l'exécutif, du législatif et du judiciaire dans un État moderne et démocratique. Ce que j'ai demandé aux panélistes, c'est de réfléchir sur comment cet État, cet exécutif peut jouer son rôle avec une administration à sa disposition pour appliquer les lois qui sont votées par l'Assemblée, garantir la sécurité sur le territoire et faire évoluer la société vers plus de prospérité. Parce que c'est ça la mission de l'État, c'est permettre aux hommes et femmes qui sont établis sur un territoire donné, qui ont en commun ou pas des langues ou une culture, d'évoluer ensemble sous l'empire du droit et avec la souveraineté du peuple dans le cadre d'une république. Au niveau du législatif, des lois sont certes adoptées, mais leur application pose problème. Et cela handicape le fonctionnement normal de l'État. Il ne s'agit pas d'adopter des lois pour le simple plaisir de les adopter. Une fois qu'elles sont adoptées par l'Assemblée, des effets doivent leur être donnés. Il faut éviter que les lois adoptées par l'Assemblée restent lettres mortes. Je me souviens de la première session de la 3e législature en 2014 jusqu'à maintenant. Nous avons adopté plus de 20 lois. Et ces 20 lois, si on en fait l'inventaire aujourd'hui pour savoir ce qui en a été fait, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à y découvrir. Parce que simplement, des initiatives nécessaires n'ont pas été certainement prises pour conférer à la loi ou à l'ensemble de ces lois les effets qui leur sont dus.
En ce qui concerne la gouvernance judiciaire dans la refondation de l'administration guinéenne, le ministre d'État en charge de la justice a fait état des grandes mutations en cours. Le garde des Sceaux est convaincu que la promotion des députés traduit encore l'engagement sans relâche de l'armée guinéenne dans la lutte contre Ebola. Nous, épouses militaires et paramilitaires, nous saurions déroger à cette exigence. Nous sommes, resterons républicains. Si la maladie à virus et Ebola n'a pas pu franchir les portes des casernes militaires du pays, toutefois 12 cas confirmés dont 7 morts sont enregistrés parmi les hommes en uniforme. Donc la vigilance doit être de mise. Comprenons votre souci de répondre à l'appel lancé par notre première dame dans le contexte d'urgence sanitaire actuelle. Nous saluons cette initiative de l'association. La fièvre hémorragique due au virus Ebola reste pour notre pays une urgence de santé publique et ce projet de sensibilisation des garnisons, nous sommes sûrs, va permettre d'arrêter la propagation de la maladie. C'est pourquoi, au nom de la Première Dame, nous tenons à vous accompagner dans cette initiative de sensibilisation que nous accueillons et soutenons avec la plus grande attention. Cette cérémonie constitue l'entame d'une vaste campagne de sensibilisation dans les garnisons militaires du pays. Pour soutenir ces actions, la Première Dame de la République a offert un important lot de matériel sanitaire à l'Association guinéenne des femmes militaires et paramilitaires. Si hier nous étions ensemble sur le front de l'assainissement, de la consolidation de la paix et la concorde, aujourd'hui un autre front s'ouvre, c'est la guerre contre Ebola. Nous devons être sur la première ligne jusqu'à la conquête totale de 0 cas Ebola, car il est toujours là. Plus de 1000 personnes sont guéries d'Ebola. Un résultat encourageant grâce à l'implication personnelle du chef de l'État et l'appui des partenaires fortement mobilisés pour la cause. Ebola doit disparaître et faire place à la paix, à la vie normale et à l'espoir. Nous resterons les porte-flambeaux de la paix en Guinée. C'est une question d'honneur. La Guinée amorce en ce moment la dernière phase de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et l'Association guinéenne des femmes militaires et paramilitaires, à travers ses satisfecits, signifie sa gratitude à l'endroit des différentes autorités pour leur sens de responsabilité et de détermination dans ce combat. On change de domaine pour parler. On parle de domaine donc, on change de domaine pour parler teinture. 60 femmes viennent de bénéficier d'une formation pour affiner leur technique d'impression. La session a duré 2 semaines. Elle s'inscrit dans l'axe de l'autonomisation des femmes de Guinée. Mawa Sangare. FRIA, l'ONG FRIA Réveille-toi multiplie ses actions en faveur des populations. En partenariat avec l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, elle vient d'initier 60 femmes aux techniques d'impression et de teinture. L'Office a organisé avec ces femmes cette formation pendant 10 jours. Nous avons le résultat sous les yeux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez vu à quel point ces femmes sont émues. C'est 60 femmes qui sont formées, mais vous avez vu le nombre de femmes qui est là aujourd'hui. Elles sont plus d'une centaine, plus de 200 femmes qui sollicitent, qui demandent à être formées, soit en saponification, soit en teinture. Nous sommes une institution qui finance la formation professionnelle. Notre public cible, ce sont les entreprises, les ONG, les syndicats et les jeunes sans emploi. Et à partir de là, dès qu'on reçoit une demande de formation, on l'examine et on la satisfait. Cette formation facilite l'autonomisation professionnelle des participantes. Je pense qu'après l'usine, on peut faire autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à cette formation. Au lieu de rester à la maison, j'ai cherché un autre moyen de contribuer au développement de ma préfecture à travers cette formation en teinture. Ces satisfecits décernés aux bénéficiaires démontrent l'attachement de l'Office national de formation de perfectionnement professionnel à l'autonomisation des femmes. Dans la lutte contre Ebola, la région de l'Abbé prend des dispositions. Il s'agit d'une meilleure protection des orphelins d'Ebola. Un plan à la fois sanitaire et social a été proposé et adopté par une structure partenaire. Il s'agit en clair d'une assistance surtout psychologique envers ces sinistrés. Falilou Diallo.
Depuis décembre 2013, la Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Face à la situation, Child Fund International réalise un projet de prise en charge morale des enfants orphelins. À la baie, les coordinations préfectorales de protection des enfants de Dalaba, Pita, Mali et Tougué s'approprient des différents services fournis par le projet. Au sortir d'ici, on s'attend que les participants soient capables de produire des plans d'action en faveur de la protection de l'enfant, mais aussi des réponses des cas de violation des droits de l'enfant. Et aussi qu'ils soient capables d'accompagner les CVPE, c'est-à-dire les comités villageois de protection des enfants, à, une fois de plus, procéder au transfert de compétences. Pendant des jours, ces acteurs locaux dans la riposte anti-Ebola sont outillés sur les différents mécanismes de gestion des cas des enfants orphelins du virus. Ce sont des villages qui sont touchés. À la phase bilan d'un projet agricole, le Puapa 2 a fait ses preuves en 3 ans d'activité en province. Zoom ce soir sur ce programme. 2 projets miniers en Moyenne-Guinée validés. Les documents sur l'étude d'impact environnemental tiennent compte de tous les paramètres. Nous en parlons tout à l'heure. À suivre aussi le coup d'envoi d'un tournoi de détection en basketball ce mercredi. 12 équipes vont s'affronter pendant 7 jours. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, le président de la République, professeur Alpha Condé, il a quitté Conakry ce jeudi 30 juillet 2015 pour Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. En visite d'État dans ce pays frère du 30 juillet au 3 août où il participera à la fête nationale du 3 août. Le président de la République en image même. Le chef de l'État guinéen répond ainsi à l'invitation faite par son frère et ami, le président Théodoro Obiang-Nguema Mbasogo, lors de son déplacement à Conakry. C'était les 18 et 19 juin dernier. Retour sur image, retour sur ce plateau. Après Malabo, le président guinéen effectuera des visites officielles à Niamey et à Dakar. À Niamey, où le chef de l'État guinéen séjournera du 4 au 5 août. Il sera essentiellement question de la sécurité dans la sous-région ouest africaine et la relance économique post-Ebola. À Dakar, où le président Alpha Condé est attendu du 6 au 8 août, il sera question du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Sénégal et des problèmes sous-régionaux au niveau de la CEDEAO dont le président Macky Sall assure la présidence. Avant de prendre son avion, le président Alpha Condé a adressé ce message départ à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, la commémoration de la fête du trône m'offre l'heureuse opportunité d'adresser à votre Majesté, au peuple et au gouvernement marocain, les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Le Royaume du Maroc et la République de Guinée entretiennent des relations fortes, empreintes d'amitié et de solidarité qui se sont consolidées au fil des décennies et ont conduit à des résultats élogieux et exemplaires. Dans ce cadre, la République de Guinée se réjouit de la précieuse assistance du Royaume du Maroc, composée de matériel et d'équipements médicaux dans la lutte qu'elle a engagée pour vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans un tel contexte, votre pays a marqué d'un cachet particulier sa volonté de consolider et de diversifier les relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec la République de Guinée. Je tiens à cet égard, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, à vous exprimer toute notre gratitude et vous réitérer ma ferme volonté de contribuer davantage au rapprochement entre nos deux peuples. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 30 juillet 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous annonçais tout à l'heure ce programme d'urgence pour appuyer la productivité agricole. On en est à la phase bilan. 3 années de pratique sur le terrain pour le Puapa 2. Le projet a permis, entre autres, l'aménagement de barrages hydro-agricoles. Abidjan. La sous-préfecture de Tolo compte parmi le grand potentiel agricole de la Guinée. Au cœur de sa forêt se situe ce barrage hydro-agricole de 150 000 m3.
Construit en 1956, il est réhabilité dans le cadre du PUAPA 2, programme d'urgence d'appui à la productivité agricole. Sur place, l'École nationale d'agriculture et d'élevage est la principale bénéficiaire de cet aménagement. Cette réhabilitation permet, à l'école de gérer très bien ces terres, c'est-à-dire de faire des cultures de contre-saison. Au lieu plutôt qu'on soit toujours lié à la pluie, que cela nous permette, même en saison sèche, n'est-ce pas, de travailler. Cet investissement obéit également aux aspirations de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous en sommes les principaux bénéficiaires. C'est l'exemple type de la collaboration entre le gouvernement guinéen qui met à contribution deux ministères, celui de l'agriculture et celui de la formation professionnelle, pour optimiser l'appui que nous amène un partenaire tel que la Banque mondiale, afin de rentrer dans cette trilogie formation, recherche, développement. Le PUAPA 2 va se refermer à la fin de ce mois. Pas de doute quant à son impact pour les principaux partenaires que sont le département de l'agriculture et la Banque mondiale. Ce que nous avons vu nous a donné satisfaction et nous motive davantage à redoubler d'efforts, à apporter l'assistance technique et financière que la banque pourrait apporter au gouvernement pour l'aider à accomplir sa mission. Ici, vous n'avez vu que Koba et Tolo, mais il faudrait aller voir Sigiri, où il y a également 1000 hectares qui sont en train d'être réhabilités. C'est dire aussi aux bailleurs, aux partenaires, que lorsque les moyens sont mis à disposition, avec tout l'encadrement qu'ils nous ont apporté, mais avec un ancrage clair, bien défini, nous sommes en capacité, nous avons une grande capacité d'absorption. L'occasion d'un détour à l'ENAE de Tolo, où 2500 poulets sont en expérimentation avec d'autres espèces animales. Un programme doublé de stages pratiques pour de nombreux étudiants. La mission partage ensuite les acquis du PUAPA 2 avec les paysans. Mais à Dunkimanya se trouve également le centre horticole de Dalaba. Suivi de près par le Maroc, il s'inscrit dans les priorités du gouvernement qui s'engage à en faire la future vitrine de l'horticulture en Afrique de l'Ouest. La télécommunication, la Guinée est en route vers le numérique. L'entreprise française qui gère le dossier était face à la presse. Une communication sur le niveau de réalisation du projet. Mamadou Saliouba. La migration vers le numérique, un challenge pour les chaînes de radio et télévision en Afrique. En Guinée, le projet connaît une accélération fulgurante grâce à l'implication de l'État à travers les deux ministères en charge de télécommunications. L'entreprise française Fusion Numérique, en charge de la réalisation du projet, a déjà installé certains équipements. Pour l'instant, nous sommes effectivement dans une phase pilote-test. Cette phase pilote-test est consacrée à la distribution de 1000 décodeurs en étroite collaboration avec l'État guinéen. Ces 1000 décodeurs et le test sur une période qui ira jusqu'au mois d'octobre nous permettra de valider l'ensemble des équipements prévus pour la Guinée, l'ensemble des technologies utilisées, et ensuite on passera au déploiement. La migration vers le numérique permet de libérer une gamme de fréquences jusque-là utilisées par les médias analogiques. Elle vise également à offrir une meilleure qualité audiovisuelle aux consommateurs. Le coût total du projet est chiffré à 80 millions de dollars. On améliore avec la fréquence allouée la capacité de diffusion de chaînes, on augmente le nombre de chaînes et on augmente la qualité d'image et de son. Depuis 2006, les pays africains se sont engagés à finaliser leur processus de migration numérique radio et télé avant le 17 juin 2015. À la date prévue, seuls 3 pays ont honoré leur engagement. En Guinée, la matérialisation du projet connaît une avancée significative ces derniers mois. Et cette note par laquelle, mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique et social, nommés par le décret du 24 juillet 2015, sont priés de prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 3 août 2015 à 10 h précises au siège du Conseil économique et social. En raison de son importance, la présence de tous les membres est vivement souhaitée. Sécurité, la police nationale tient son atelier sur la réforme du secteur. Les travaux vont durer 5 jours et s'articulent autour de 3 thématiques, dont la vulgarisation de textes juridiques. La démarche vise à se rapprocher des citoyens. Karim Kamara. Les actions d'une police ne doivent pas baisser dans la confiance de sa population.
Le ministère de l'Intérieur pense qu'il faut poser les vrais fondements d'un agir de la police et d'une vie en commun avec le citoyen. Et pour baliser les chemins de cette idée, ces acteurs se penchent sur l'élaboration des codes de déontologie et de discipline de cette institution. Une police dont la stratégie de vulgarisation des textes juridiques reste aussi à définir. Je suis certain que, vu la qualité des participants, vu leur expérience, toutes les conditions sont réunies pour sortir in fine de cet atelier avec des textes qui reflètent la pensée politique de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne la construction en Guinée de l'état de droit, la construction de la démocratie dans notre pays. La cinquantaine de participants sont venus des ministères de l'Intérieur et de la Justice ou encore des ONG de défense des droits de l'homme. Ils estiment que la communication à la base a tout son pesant d'or après leur travail. On est en train de mettre en place un système de communication qui pourra prendre en compte tous les aspects ainsi que de Conakry et à l'intérieur du pays. La police ne doit pas être le garant des désordres. La police doit être dans l'ordre. Pour organiser, il faut désorganiser le désordre. C'est en cela que tout ce qui évolue dans la ville de Conakry, en rapport avec vous, la presse, je suis convaincu que nous aborderons les élections dans un esprit apaisé. Cette initiative du ministère de l'Intérieur est accompagnée par l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Environnement, le comité technique d'analyse vient de se réunir. Une rencontre pour examiner les notices de 2 projets environnementaux. Ce sont les préfectures de Mamou et Tougué qui vont abriter ces projets miniers. Les documents fournis sont validés à titre provisoire. Mamadou Alpha Baldé. La Guinée suscite de plus en plus la convoitise des sociétés minières. Ce, grâce à l'ouverture du pays par la nouvelle classe dirigeante. À l'heure des enjeux climatiques mondiaux, l'implantation de toute société minière obéit à des préalables, notamment la réalisation des notices d'impact environnemental et social. Le projet de recherche de bauxite dans les préfectures de Mamou et Tougué vient de réaliser des études dans ce sens à travers le Bureau d'études guinéennes de l'ingénierie et de l'environnement. Ces études sont ici soumises aux examens du comité technique d'analyse environnementale. Si c'est la phase d'exploitation, c'est-à-dire qui correspond à l'étude d'impact détaillée, le Bureau guinéen de l'ingénierie et de l'environnement qui sont répertoriés dans le repère de la coordination nationale, qui sont les cibles de ce principal projet. Donc ces différentes préfectures qui doivent vraiment bénéficier de tout ce projet doivent être outillées, formées et équipés pour leur permettre vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs intervenants sur le terrain. Cet exercice devrait permettre aux coordinateurs des zones d'intervention du projet d'accompagner les 300 enfants qui ont perdu des parents de suite d'Ebola dans les différentes régions du pays. Invocation divine et lecture du Saint-Coran, ça se tient au Palais du Peuple. Initiative du Secrétariat général aux affaires religieuses. Des prières pour éradiquer Ebola et maintenir un climat de paix et de quiétude sociale. Abdoulaye Diallo. Les leaders religieux se retrouvent pour implorer le Tout-Puissant Allah afin que le gouvernement et ses partenaires réussissent à éradiquer définitivement le virus Ebola. Ils formulent aussi des prières pour que le pays organise ses élections en perspective dans un climat apaisé. Nous demandons à l'ensemble 75 mosquées de prière de vendredi de la Guinée de procéder à ces invocations, de procéder aussi à ces sacrifices, parce que nous sommes tous les fils de la Guinée. Il faut prier pour le président de la République, pour son gouvernement, pour l'achèvement aussi de leur grande action, les sentiers que le procès a débuté pour que les Guinéens se sentent aussi dans la paix. 124 imams venus des 5 communes de Conakry sont mobilisés pour la circonstance. Ils ont parcouru 5 fois le Coran en entier et ont lu 124 000 fois le verset de protection, ce qui réjouit les autorités guinéennes. C'est vraiment rassurant lorsque les imams du pays se réunissent pour invoquer dans leurs prières la paix, la sécurité, la stabilité, la consolidation de l'unité nationale dans notre pays. Il y a de quoi être rassurant.
Fini les affichages anarchiques et sauvages à Conakry. On tend en tout cas vers cette réalité. Une association s'y engage. Elle va contacter toutes les structures de production et de publicité et prend la presse à témoin. Marofba, Karim Kamara. C'est la toute première organisation professionnelle de publicité en Guinée. Après 2 ans d'existence, la Chambre des afficheurs de Guinée lance enfin ses activités. L'organisation vient en appui à l'Office national de publicité dans le souci de mieux réglementer l'affichage. Avec ses 5 groupes d'afficheurs, la CHAFGI prend en considération l'enjeu économique de l'affichage publicitaire en Guinée. On voit ça et là des panneaux qui poussent comme des champignons. Mais normalement, ça doit se faire dans certaines règles, dans une certaine déontologie, et on constate que cela n'est pas respecté. Donc, à nous les acteurs, de prendre nos responsabilités, avant d'aller voir les États, nous-mêmes prenons nos responsabilités, unissons-nous, discutons, et ayons une vraie réflexion autour et respectons-nous mutuellement. À la cérémonie de lancement, les autorités en charge du secteur de la publicité et de la communication saluent la création de la CHAFGI. Pour nous, plus l'organisation, le secteur s'organise, mieux, n'est-ce pas, le régulateur est tranquille et mieux le partenariat se renforce. Cette association va participer à la mobilisation des ressources parce que la publicité participe à une grande échelle à la mobilisation des recettes pour l'État, mais permettra non seulement de rendre la ville de Conakry très belle parce que l'affichage sauvage, ça ne donne pas une bonne qualité de cadre de vie, mais aussi donner de l'emploi aux jeunes. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, en tant que département de la communication, nous avons dit que nos portes sont grandement ouvertes et que nous sommes prêts à les accompagner. Désormais, la CHAFGI se positionne dans le secteur de l'affichage comme un levier majeur de valeur ajoutée et de croissance économique. Ces professionnels ont pour ambition d'échanger et de répondre aux préoccupations spécifiques de la publicité. Sport basketball, enfin, c'est parti pour un tournoi de détection à la Blue Zone de Kaloum. 12 clubs sont en compétition. Le tournoi va durer 1 semaine. La finale est programmée pour le 16 août prochain. Fatima Toudiallo. Les clubs MBC en vert et rouge et DBA en vert et blanc donnent le coup d'envoi de ce tournoi. Il est doté du trophée Crédit Scolaire Bissigi. Il vise à détecter des jeunes talents en herbe pour assurer la relève du basketball guinéen. La raison d'abord, c'est de faire la promotion du sport dans notre pays et d'occuper la jeunesse en ces temps de vacances. Ce n'est pas notre premier tournoi comme je l'ai dit tantôt. Nous avons organisé plusieurs tournois de football dans le Kaloum, à Matoto, le basket au stade du 28 septembre et cette année sur la Blue Zone. C'est l'occasion pour nous également de faire la promotion de notre produit phare aujourd'hui. C'est un produit qui intéresse tous les Guinéens parce que ça permet aux parents d'élèves de pallier au déficit par rapport à leur salaire et de pouvoir supporter la rentrée scolaire. Donc nous l'accompagnons par le sport et qui permet de mieux faire connaître le produit pour que les parents comprennent. Et réalise la notice d'impact, la consultation publique et qui se termine par l'audience. Mais à la phase de recherche, c'est le consultant qui va vers les populations pour les expliquer le contexte et justification du projet. Les impacts que cette recherche d'abord va faire sur ces différentes zones minières et ces différentes agglomérations, mais aussi au niveau des localités, au niveau des différents travaux de recherche que cela va créer au niveau de l'environnement même, humain, milieu et j'en passe. Ces notices sont produites à la demande des promoteurs du projet, à savoir la société minière d'alumine de Mamou et Bauxite & Corporation à Tougué. Cette étape est indispensable pour le démarrage de ces projets. La question environnementale est très importante pour les sociétés minières parce que la production de bauxite aura une influence sur le milieu naturel et sur les populations. Et il est inenvisageable, avant de démarrer un travail d'exploration et ensuite, fortiori, un travail de production, sans avoir fait une étude environnementale et sociale de manière à avoir tous les impacts négatifs, mais également positifs.
Un comité technique restreint se réunira pour étudier si les recommandations formulées par le comité technique d'analyse environnementale ont été prises en compte, ceci avant la remise du document au gouvernement à travers le ministère de l'Environnement. La coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG, a présenté ce matin au Palais du Peuple les forces et faiblesses de son observatoire électoral. Il vous souviendra que la case de veille avait été expérimentée pour la première fois lors des législatives de 2013. Pour la présidentielle du 11 octobre prochain, cette initiative sera réveillée et renforcée avec 2000 observatrices. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il? La réponse de la présidente de la COFIG, Dr Makali Traoré. La case de veille, qui est en fait un mécanisme d'observation qui était original, qui a été une première en Guinée, ça a été la manière pour les femmes guinéennes de s'inviter dans le processus électoral et de jouer véritablement leur rôle d'apaisement. Alors, cette case de veille était basée sur un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. C'est un mécanisme innovant d'observation. Vous savez, classiquement, on observe et après, on fait des critiques, on dénonce ce qui ne va pas. Dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, on alerte précocement, in situ, et avec des partenaires, selon le cas, qui sont capables de prendre des décisions. Ils sont alertés pour corriger ce qui risque de créer un conflit sur le terrain. C'était juste un extrait de l'entretien de Coloma que vous pourrez suivre en intégralité juste après le journal. Et puisqu'on parle des femmes, demain, la Guinée, comme tous les autres pays du continent, célèbre la journée panafricaine des femmes. L'Afrique entière se mobilise pour l'autonomisation de la gente féminine, une manière de renforcer la lutte contre la pauvreté. Djenab Bari. Créée le 31 juillet 1962, l'Organisation panafricaine des femmes célèbre ses 53 ans d'existence. Elle a pour objectif d'instaurer de façon durable un espace de concertation sur l'émancipation des femmes et des filles après les indépendances. Le ministère en charge des femmes, en collaboration avec la société civile et les partenaires au développement, ont développé des initiatives allant dans le sens de la mise en place d'activités génératrices de revenus en faveur des femmes en général, des veuves et des guéries d'Ebola, ainsi que des femmes victimes de fistules vaginales en particulier. Des sessions de mobilisation sociale et de renforcement des capacités ont été organisées à toutes les occasions pour contribuer à leur autonomisation et à la visibilité de leur travail dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Sanaba Kaba a ensuite rappelé les progrès réalisés par cette organisation panafricaine depuis sa création. Cette date est instituée comme journée panafricaine des femmes pour signifier le rôle important dont celles-ci ont joué et ont fait preuve dans le processus de décolonisation et de développement durable des nations africaines. Cette célébration sera marquée demain par une mobilisation sociale au Palais du Peuple en vue de faire un plaidoyer en faveur des femmes de Guinée pour leur autonomisation. Une mobilisation dont vous aurez les échos dans la grande édition. Les femmes toujours à l'honneur. La première dame préside le lancement d'une campagne de lutte contre Ebola. Les foyers concernés sont les garnisons militaires. Tout le pays va être concerné par ce programme. La campagne a été lancée au camp Alfaya Diallo. Toumani Kamara. À son arrivée au bataillon spécial de Conakry ce jeudi, la première dame de la République a tout d'abord procédé au lavage des mains. Contexte d'urgence sanitaire oblige. Par la suite, l'épouse du commandant en chef des forces armées guinéennes bénéficie des honneurs militaires avant le salut aux couleurs nationales. Aux messes des officiers du camp Alfaya Diallo, la forte mobilisation des officiers supérieurs de ce garnison, des épouses, des hommes en uniforme devant des membres du gouvernement et des